Block Invest. Parlons investissement tout simplement. Salut et bienvenue sur ce nouveau podcast de Lock Invest. Moi c'est Thomas, je suis investisseur immobilier depuis 2013 et ancien militaire. Après plusieurs années à développer mon patrimoine, je vis aujourd'hui entièrement de mes investissements qui sont principalement issus de l'immobilier. Dans ce podcast, je partage tout simplement ce que j'aurais aimé apprendre quand j'ai commencé, comment investir, obtenir des financements tout en étant au chômage, éviter les pièges qui m'ont conduit à une faillite personnelle totale et construire des revenus sur le long terme. Tu trouveras ici mes analyses, mon expérience et mon regard sur l'actualité immobilière. Alors installe-toi confortablement et bienvenue dans l'aventure Lock Invest. Et aujourd'hui, c'est encore avec un immense plaisir que je vous retrouve sur ce podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des idées imparfaites que tu pourrais trouver pour essayer d'augmenter tes revenus et ton cash flow. Mais avant, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. J'ai des questions à traiter, donc je verrai si j'ai le temps de les traiter dans ce podcast ou sinon, tu as l'habitude, on verra ça dans un nouvel épisode. En attendant, un grand merci à tout le monde. Il faut que je vous tienne au courant concernant les coachings et la formation sur le dossier bancaire. Alors, c'est plus qu'un dossier bancaire. Après avoir suivi un coaching avec un autre podcasteur assez connu, sans donner de nom à la radio, après avoir suivi ses conseils, je vais me tourner plutôt sur un coaching en direct pour les gens qui n'arrivent pas à avoir leur prêt bancaire. Alors, ça va me permettre de parler un peu de l'actualité. Aujourd'hui, les banques ont annoncé que les taux d'endettement, les taux de prêt, vont être augmentés. Donc, il faut s'attendre à dépasser les 5% dans les prochaines années. Au moment où j'enregistre ce podcast, de mémoire, sur 20 ans, le dernier, on l'a eu à 3,20. Donc là, on devrait être environ à 3,50 en ce moment sur les taux de prêt immobilier. Bon, c'est pas la chose la plus importante quand tu t'y connais vraiment dans l'investissement, mais il faut savoir que les taux vont augmenter, ce qui va entraîner une chute du prix de l'immobilier. Donc l'un ne va pas sans l'autre. En ce moment, les banques centrales font ça pour éviter l'inflation parce qu'elles voient exactement ce qui est en train d'arriver. Nous avons toujours une explosion de l'or et une explosion des matières premières de façon générale. On verra comment se profile l'avenir, mais pour l'instant, on voit bien que c'est un peu mal barré, donc au niveau, surtout pour la zone euro. Donc nous avons une inflation galopante qui est en train d'arriver. Pour contrebalancer tout ça, nous avons les banques qui sont en train d'augmenter leur taux directeur et tant que nos banques françaises ne s'alignent pas, elles réduisent le nombre de prêts attribués et actuellement elles ont annoncé qu'elles allaient continuer à les descendre. Les gens qui étaient finançables avant ne le sont plus. J'ai actuellement un client que j'aide pour investir qui était venu me voir il y a un peu plus de 6 mois. Les banques lui disaient oui à condition que il ait un CDI. Il a obtenu son CDI et le oui s'est transformé en non parce qu'il ne finance plus, tout simplement. Alors que il pourrait acheter pratiquement le bien qu'il vise cash. Il a l'argent, mais les banques préfèrent ne pas aider à financer parce que pour elles ne sont plus rentables. Alors j'en avais déjà parlé, là ça y est, c'est vraiment officiel, ils en ont vraiment parlé en disant on va continuer à baisser le nombre d'obtentions de prêts. On a eu un énorme pic en 2019, une baisse, une remontée, et là, c'est officiel. Nous allons avoir une énorme baisse d'obtention des prêts, et qui dit baisse d'obtention des prêts dit aussi que nous allons avoir énormément de vendeurs et très peu d'acheteurs. Donc ça va être le moment de passer cash si tu le peux pour pouvoir te mettre en mode achat et pour pouvoir te mettre à acheter des biens immobiliers parce que ça va vraiment être le moment de négocier. Mais je vais en profiter pour donner une petite astuce pour négocier. Quand tu es dans un marché baissier comme celui-ci, utilise l'application DVF. Alors, tu n'as pas que ça à utiliser, mais
utilise l'application DVF pour savoir à combien ont été vendus les biens autour de toi. Moi récemment, ça m'a beaucoup aidé pour négocier un bien immobilier avec une baisse d'environ 40%. Tout simplement en montrant que, les biens autour ont été vendus moins cher. Alors, quand tu vois les panneaux sur les agences, tu vois des biens, imaginons, à 100 000 €, alors qu'en moyenne, autour de toi, tu vois que le prix du mètre carré était tellement bas que, en moyenne, pour le même type de bien, ça se vend à 70 000, même si c'est, affiché à 100 000. Au-delà du site DVF, bien sûr, n'hésite pas à utiliser tous les autres leviers pour négocier qui sont, les travaux et tous les autres défauts que tu trouves dans le bien que tu es en train d'acheter. Bien, donc parenthèse fermée, tout ça pour dire que en ce moment ça devient de plus en plus difficile. Si tu souhaites que je te suive, n'hésite pas à me contacter sur mon Instagram. Tu m'envoies dossier en DM et ensuite, eh bien, nous allons voir ce que nous allons pouvoir faire. Et si tu m'autorises du coup à filmer les entretiens, cela moi me permettra d'un côté de faire de la publicité. Je pourrais même te laisser en anonyme et au-delà de ça, eh bien, nous allons tout faire pour obtenir le prêt immobilier que tu souhaites. Sans transition, passons tout de suite aux idées imparfaites que tu peux avoir pour augmenter ton cash flow ou tes revenus. Donc, je vais te donner plusieurs idées. Donc, n'hésite pas. Souvent, les gens, je sais que quand vous écoutez, vous êtes en voiture. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter, à vous noter les idées ou à vous réécouter le podcast plus tard s'il y a des idées que vous pensez qui peuvent être vraiment utiles. Alors je sais que souvent on a des gens qui écoutent le podcast en x2, mais ça ne vous laisse pas le temps d'intégrer ce que je vais dire, parce que je pense que dans les situations de crise, je pense qu'il peut être important de faire une pause, de prendre du recul et vraiment d'écouter ce podcast avec attention parce que je vais pouvoir débloquer certaines personnes qui ont, parfois des choses ils peuvent mettre en place des choses dont ils ne sont pas aujourd'hui au courant. Il faut juste prendre le temps d'y penser. Donc, je vais vous donner un peu en vrac toutes les idées, un peu tous les plans B qui sont disponibles pour moi et pour d'autres personnes quand vous ne pouvez plus obtenir votre prêt immobilier ou alors que cela commence à être très difficile. Et de toute façon, quand c'est difficile pour une personne, c'est difficile pour tout le monde. Mais tu verras, toutes les astuces là que je vais te donner dans ce podcast sont faites vraiment pour tout le monde. Ça peut être pour les plus petits portefeuilles, les gens qui n'ont aucun investissement, et ceux qui ont beaucoup de cash de côté, mais qui ne savent pas trop quoi faire, ou qui ont vendu des entreprises, qui ont vraiment beaucoup plus de possibilités, mais qui cherchent vraiment à modifier leur trajectoire de vie. Même si pour eux, généralement, ils ne sont pas dans ce type de trajectoire de vie et qu'ils n'ont pas forcément besoin de ce type de plan B. Donc, pour commencer, la première idée que j'ai notée, c'est acheter un bien immobilier cash. Alors, cette idée, moi, elle m'est venue du fait que je sais très bien que les banques regardent deux choses différentes sur leur logiciel. En premier, ils regardent est-ce que tu as assez de marge. On appelle ça le DSCR. Ils regardent quel pourcentage de loyer est-ce que tu as par rapport au crédit. Donc ça, c'est l'une des choses à regarder. Personnellement, je savais que j'avais une marge très confortable parce que je vis actuellement que de mes locations, enfin principalement on va dire de mes locations. Et il y a un autre levier qui regarde, c'est le LTV. Alors le LTV, c'est quelle est la valeur de ton bien immobilier par rapport au crédit restant. Et je sais qu'à un moment donné, après avoir enchaîné beaucoup de crédits, si le montant de tes crédits sont trop élevés par rapport à la valeur du bien immobilier que tu possèdes, eh bien la banque va automatiquement te bloquer jusqu'au moment où tu commences à avoir un certain pourcentage de ton bien immobilier de payer. Je savais très bien moi qu'en achetant un bien immobilier cash tout de suite, eh bien je repassais en vert dans les banques et du coup mon LTV eh bien, passait automatiquement du rouge au vert, ce qui fait que je redevenais finançable. Donc en fait, ce n'était pas l'achat juste pour augmenter mon cash flow sur un seul bien. Cela me permettait de repartir, me faire financer sur d'autres biens immobiliers et pourquoi pas, après avoir fait ces crédits-là,
utiliser cette maison ou ce bien immobilier ou cet immeuble comme hypothèque pour pouvoir me faire financer à 70% de la valeur de ce bien. Voilà pour la première idée, donc pense-y, mais pour ça, il faut que tu saches quel est ton niveau de LTV et donc pour ça, il faut que tu vois avec ta banque, où en est ce niveau-là ou alors, tu me contactes et on calculera tout ça. Ensuite, idée numéro 2, vendre des formations, donc c'est-à-dire de l'infoprenariat. Alors en ce moment, apparemment, les infopreneurs, marchent beaucoup moins bien. Bon, c'est une idée peut-être à la con, tu vas peut-être me dire, mais c'est une idée quand même qui mérite d'exister. Beaucoup de personnes arrivent à en très bien en vivre, donc pourquoi pas toi? Personnellement, c'est pour ça que moi aussi, j'ai envie de faire des coachings. Alors c'est plus ou moins aussi de l'infoprenariat, mais je t'avoue que depuis que j'ai quitté l'armée, ce qui me manque, c'est de ne plus pouvoir aider mes collègues à avoir leur financement, à monter les dossiers bancaires, à négocier les biens immobiliers. Tout ça, c'est ce que je faisais, gratuitement, par passion et aujourd'hui, eh bien, j'ai quand même envie de continuer. Donc voilà, la vente de formation, pour moi, ce serait plus, du coaching. Il faut voir si tu as une particularité, quelque chose que tu sais faire, très bien, pour lesquels les autres pourraient te payer. Donc voilà, pense-y, c'était l'idée numéro 2. Donc je ne suis pas vraiment un professionnel là-dedans, donc je ne vais pas aller plus loin, mais au moins tu sais que bon, si tu de toute façon, si tu m'écoutes sur des podcasts, tu sais très bien de quoi je parle. Ensuite, louer une partie de ta résidence principale, soit en garde-meuble, soit, louer une chambre. Alors, au cas où tu ne serais pas au courant, si tu loues une partie de ta résidence principale, tu peux ne pas payer d'impôt sur les loyers que tu reçois, parce que suivant les mètres carrés que tu as, il y a une loi fiscale. Alors je me souviens plus exactement combien c'est, mais tu as un certain nombre d'euros par mètre carré que tu as le droit, de louer dans ta résidence principale, si c'est la résidence principale de ton locataire, sans payer d'impôts. Personnellement, c'est ce que je fais, étant donné que je voyage pas mal, je laisse ma maison à 2 colocataires. Bon, après j'ai pas mal de mètres carrés, donc ce qui fait que je peux louer à des prix élevés si j'ai envie. Donc si tu as une maison avec beaucoup de mètres carrés, n'hésite pas à le faire, ça marche aussi bien pour la courte durée que pour la longue durée. Pour la courte durée, la différence, c'est que tu peux louer, à des mètres carrés beaucoup plus chers, officiellement sans payer d'impôts. Donc je te laisse te renseigner, j'ai fait un réel là-dessus, donc tu n'auras qu'à retrouver mon réel. Mais sache que tu peux louer une partie de ta résidence principale sans payer d'impôts. En revanche, pour tout ce qui est, les garde-meubles ou le local commercial personnellement que j'ai en dessous de ma résidence principale, là évidemment tu seras obligé de le déclarer, à l'impôt sur le revenu. Ensuite, l'idée suivante, alors là, ça m'est très personnel, c'était de vendre des appartements à l'étranger, sachant que je me suis fait former sur les biens immobiliers à l'étranger. Je sais que les commissions, rien qu'en apporteur d'affaires, vont de 8 000 à 100 000 euros. Donc voilà, bon, ça, on va dire que c'est assez personnel. Ça n'a rien à voir vraiment avec le marché francophone, mais c'est une idée comme une autre, donc n'hésite pas à aller voir à l'étranger. Peut-être que ça peut t'intéresser. Il faut quand même, s'y connaître un minimum, se renseigner. Mais si tu as du cash ou, si tu sens qu'il y a de l'insécurité en France, n'hésite pas à aller voir dans des pays comme, ici, là où je suis actuellement en Hongrie. C'est très sécuritaire. C'est tellement sécuritaire que même en ville, des fois, on oublie de fermer à clé notre porte. Bon, évidemment, je le conseille pas, mais heu, à savoir qu'ici, on n'a pas vraiment de problème, d'insécurité ni d'immigration. Enfin, parce que l'immigration est, extrêmement contrôlée. C'est un pays vraiment qui va à l'encontre du reste de l'Europe. Donc voilà, donc si vraiment tu décides de déménager, que tu veux investir et augmenter ton cash flow, mais pas en France, sache que nos pays de l'Est, fonctionnent extrêmement bien. Les lois quand même sont différentes, même si elles sont beaucoup plus faciles à certains, endroits. On est quand même sur un pays de l'Est, il y a quand même eu un historique de corruption, même si aujourd'hui, les crédits bancaires pareil sont tout aussi difficiles maintenant heu, en France qu'à l'étranger.
Même si à l'étranger, bon, ça a toujours été beaucoup plus difficile. Surtout si tu es un expatrié, mais sache que, si tu ne trouves pas, tes idées, sur celles que je vais te donner ici en France, n'hésite pas à aller regarder dans les pays à l'étranger et si tu veux mes critères de recherche, n'hésite pas à me contacter sur Instagram, je te les donnerai avec un grand plaisir. Ensuite, en lien, eh bien, avec les ventes à l'étranger, nous avons aussi, j'en ai parlé un peu, d'être apporteur d'affaires, mais apporteur d'affaires en France. Donc, voilà, ça rapporte pas forcément beaucoup. Il faut que tu connaisses, des amis qui vendent des biens immobiliers ou des connaissances. Personnellement, j'arrive à choper des biens assez facilement parce que, vu que je ne suis pas agent immobilier, les gens viennent me poser, des questions quand ils me connaissent ou alors des amis d'amis me contactent pour que je puisse les aider à vendre ou acheter des biens immobiliers. Eh bien, qu'ils soient acheteurs ou vendeurs, eh bien, moi je connais une excellente agence, qui est une très bonne négociatrice, qui est très bonne psychologue, vers qui je vais les renvoyer et je sais que je vais avoir ma commission d'apporteur d'affaires. D'un côté, je suis la personne, on va dire, neutre au milieu de tout ça, mais et ensuite je suis un peu le conseiller des gens qui souhaitent acheter ou vendre leurs biens immobiliers et en échange, eh bien, ça me rapporte quelques sous d'apporteur d'affaires, mais évidemment, ce n'est pas quelque chose de régulier. L'acquisition cliente, bon, ben, je n'en fais pas du tout, c'est juste du bouche à oreille et ce n'est pas du tout, mon activité, principale, donc il n'y a aucune récurrence contrairement au loyer. Ensuite, on s'éloigne un peu de l'immobilier et l'idée suivante, c'est investir dans des actions ou des ETF à dividendes. Donc, tu peux en trouver aussi, très bien sur, l'immobilier. Moi personnellement, j'en ai où je reçois des dividendes tous les mois. Attention, la plupart des gens qui vous vendent des dividendes oublient complètement de vous parler de la fiscalité. Les dividendes, c'est très bien, quand tu pars à l'étranger et que tu as moins d'impôts. Nous avons une flat tax à 31%, donc sache que, quand tu as des gens à l'étranger qui achètent la même action que toi, eh bien les ETF, les dividendes qu'ils vont recevoir, eh bien, ils n'auront pas forcément d'impôts, donc ils peuvent acheter, l'action beaucoup plus cher que toi. Moi je vois il y a des ETF sur l'immobilier que, j'apprécie tout particulièrement d'acheter. J'aimerais les acheter à un certain prix, mais je serais prêt à les acheter plus cher si je n'avais pas d'impôts. Donc j'ai des achats automatiques sur certaines actions si elles arrivent à un certain niveau, sauf que les gens à l'étranger l'achètent automatiquement plus cher parce que eux ils n'ont pas l'impôt, donc c'est beaucoup plus rentable. Donc pour t'expliquer, moi la méthode que j'ai, c'est que je peux faire, un crédit in fine, quand je veux sur mon broker. Pour faire simple, je vais payer environ 4-5 de taux de frais tous les mois sur mon broker, sauf que j'ai des rendements qui sont environ, à 7 ou 8. Donc tu vas te dire: «Bah, super, si j'achète, alors que j'ai un crédit de 4 quelque chose où j'ai un rendement, on va dire, allez, de 8 ça veut dire que j'ai 4 de marge». Ça marche très bien si tu n'as pas les taxes françaises. Si tu es à l'étranger, c'est très bien. Ça veut dire que tu peux emprunter pour acheter une action à dividende. Quoi qu'il arrive, tu sais que, ton action à dividende va se faire, enfin ton crédit va se faire rembourser par les dividendes que tu vas recevoir. Donc tu achètes l'action gratuitement et tu te fais un bénéfice tous les mois. Donc c'est extrêmement rentable, sauf quand tu as 30 d'impôts, eh bien ça veut dire que je suis obligé d'acheter moi l'action beaucoup moins cher, alors que les gens qui sont sur le même broker mais pas dans le même pays, eh bien ils peuvent faire des crédits et donc faire tourner encore plus la machine et bien eux ils ont pas les impôts que nous on a. Donc voilà, comment te dire qu'au bout d'un moment, ça donne envie de quitter le pays. Mais bon, action à dividende, pense-y, si tu veux augmenter ton cash flow et que tu n'as pas d'autre solution, mais n'oublie pas la fiscalité. Ensuite, augmentation des loyers. Oui, astuce suivante, on n'y pense pas souvent. En ce moment, tu n'es pas sans savoir qu'il y a de moins en moins de logements de disponibles. Enfin, il y a eu de plus en plus de personnes, c'est juste qu'il y a de moins en moins de construction ces derniers temps. Donc en ce moment, je crois de 10, on est passé à 20% d'étudiants qui ne trouvent pas de logement. Alors,
Personnellement, sur mon micro-marché, ce n'est pas du tout ce que je trouve, mais sache que l'augmentation des loyers, on n'y pense pas forcément, mais tu augmentes de 5 euros tous tes loyers, tu en as 10, voilà, ça te fait 50 euros de plus par mois. Bon, c'est QFD, ça te fait 600 euros de plus à l'année. Voilà, c'est des petits trucs à faire, mais on n'y pense pas forcément. Donc, je parle des loyers, mais si tu as une entreprise, tu augmentes les prix de vente sur ce que tu as. Il vaut mieux faire ça que trouver d'autres astuces pour essayer de ramener plus de clients pour moins cher. Augmente tes prix, c'est le plus simple, c'est immédiat et c'est pas compliqué. Ensuite, optimisation des dépenses. Ça, je l'ai fait il y a vraiment pas longtemps, donc je peux t'en parler. J'ai contacté il y a pas longtemps, une entreprise qui arrive à savoir, quel est le meilleur contrat pour toi pour le gaz et l'électricité pour que tu puisses le négocier avec ton fournisseur. J'ai eu cette astuce en écoutant le podcast des Gentlemen Investisseurs avec, quelqu'un en gros qui a créé sa boîte en disant: «OK, beh, vous mettez vos factures, chez nous et automatiquement on va vous donner la meilleure offre». Alors je l'ai testé, j'ai juste un petit bémol à donner, enfin un petit warning, c'est pas un bémol. J'ai renégocié mes contrats d'énergie, donc gaz et électricité, parce qu'il faut savoir que je paye, je crois, plus de 600 ou 700 euros par mois, rien que sur ma résidence principale. Donc imagine que j'ai des immeubles, donc je paye des forfaits, électriques, d'un peu partout. Mais bon bref, rien que sur ma résidence principale, en moyenne je paye dans les 600 balles. Donc autant te dire qu'il y avait quand même une grosse marge de négociation. Heu, j'ai effectué cette négociation, donc tout a très bien fonctionné. Automatiquement, j'ai quitté, EDF pour passer sur un autre fournisseur d'électricité et ce qui s'est passé, c'est que alors, au lieu de payer à la fin du mois, je me suis mis à payer au début de mois. Bon, ça encore ça va, mais imagine que je payais le 25, maintenant je paye le 5 du mois suivant. Donc en fait, très vite, je me suis remis à payer. D'un mois à l'autre, bon, ça ne change pas vraiment ma vie, c'est juste que l'argent, au lieu d'attendre pour le payer, il faut juste que je l'ai le 5 du mois au lieu du 25. Mais attention sur tes contrats, quand tu vas négocier tes contrats électriques, il faut savoir qu'il y a des frais de résiliation qui sont à peu près du montant des frais que tu payes tous les mois. Ce qui veut dire que le mois où j'ai négocié mon contrat électrique, le mois suivant, j'ai eu la facture du nouveau contrat plus la facture de l'ancien contrat, ce qui veut dire que j'ai payé 2 fois mon électricité et 2 fois mon gaz. Alors en réalité, je ne l'ai pas payé une deuxième fois, c'était juste que la deuxième facture, c'était des frais de résiliation. Donc si tu n'as pas l'argent sur les comptes, attention, si tu vas négocier ça, attention, tu auras des frais de résiliation, donc mets bien l'argent sur les comptes. Moi, heureusement, j'avais l'argent sur les comptes, mais quelqu'un qui ne l'a pas doit être au courant. Voilà, c'est le petit bémol que je donne. Donc pour ça, n'hésite pas à aller sur le site Volt Switch ou Switcher. C'est VOLTSWITCHER. Donc Volt Switch, de toute façon, si tu tapes Volt et tu commences à taper Switch, tu vas très vite le trouver. Et donc n'hésite pas à les contacter, enfin tu vas juste tout simplement sur le site, tu donnes ta facture d'électricité et lui donner celle du gaz, parce que moi je me suis fait avoir et ça n'avait pas fonctionné. Automatiquement, ils vont te donner, qu'est-ce qui va le mieux fonctionner pour toi. Donc ça a fonctionné pour moi, il y a aucune raison que ça ne fonctionnerait pas pour vous. C'est vraiment extrêmement rapide. Dans l'heure, en fait, vous avez déjà renégocié tous vos contrats électriques. Donc voilà pour l'optimisation des dépenses. Bon, évidemment, après, tu connais l'astuce pour tout le reste, les forfaits de téléphone que tu renégocies tous les ans, les assurances. Regarde ce que tu payes tous les mois. Si tu as, par exemple, un abonnement Netflix ou autre, parfois, et que tu ne réutilises plus, je pense que ça vaut le coup de les annuler. En attendant, tout ce que tu n'utilises pas, élimine-le au maximum, surtout si tu vois que la crise arrive, et tu me remercieras plus tard. Ensuite, astuce suivante, remboursement des crédits. C'est quelque chose qui a l'air évident, mais auquel on ne pense pas forcément. Cela te permet plusieurs choses. Si tu as du cash que tu ne sais pas l'utiliser, alors on va pas te dire que c'est une bonne astuce normalement, parce que il vaut mieux avoir du cash pour pouvoir acheter autre chose. Mais il se peut que la banque regarde ton capital restant dû et que ce soit l'une des choses qui te manque. Et si tu ne trouves vraiment pas de bien immobilier et que tu as besoin de
plus de cash flow pour vivre, eh bien regarde, les crédits que tu as, essaye de rembourser les crédits les plus courts avec les plus grosses mensualités et ensuite il faut que tu calcules pour, heu, 1 € de remboursé, combien est-ce que tu dois dépenser et tu regardes le prix le plus bas et ensuite tu essayes de rembourser ce type de crédit. Ce qui veut dire que tu auras plus de marge tous les mois et qu'en plus tu te crées toi un portefeuille anti-crise. Après le remboursement des crédits, tu peux aussi vendre un immeuble. Oui, ça peut ne pas être bête. Tu peux déjà programmer tes ventes. Alors attention, on est sur un marché baissier, donc fais en sorte d'avoir un bien nickel, sinon il va rester longtemps sur le marché. Mais, même si tu ne veux pas forcément vendre ton bien immobilier, hem, pose-toi la question: «À combien est-ce que je serais prêt à vendre mon immeuble si on me le proposait?» Imaginons que si tu as un bien que tu as acheté 200 000 €, si aujourd'hui là je t'en propose 1 million d'euros, je sais que tu vas me dire oui tout de suite. Donc si tu dis oui pour ça, tu vas pouvoir dire oui pour un peu plus bas. Et moi, le dernier bien immobilier que j'ai vendu, c'est cette réflexion que je me suis faite. Je me suis dit: «OK, à combien est-ce que je pourrais vendre mon bien immobilier que j'ai acheté 125 000?» Et en fait, la réponse était: «Ouais, en fait, si on me propose 300 000, je le vends». Et au final, me disant juste ça, au début, c'était juste parti d'une blague. Eh bien, sache que moi, j'ai vendu, l'un de mes biens immobiliers juste comme ça. J'ai mis le bien à 370 000 alors que toutes les agences me l'estimaient à 270. Donc, ce qui veut dire que de 270, je l'ai mis 100 000 € plus cher. On me l'a négocié 50 000 balles en dessous. Et évidemment, je l'ai vendu parce que c'était quand même un très bon prix. Évidemment, la notaire et l'agence immobilière, quand le vendeur n'était pas là, m'a souligné que je le vendais extrêmement bien et je le savais. Donc, imagine si tu as des biens que tu ne veux pas vendre, mais que tu te dis, bon, ok, en réalité, si je le vends le double du prix, je suis prêt à le vendre. Ben écoute, fais de la publicité, on sait jamais. Après, peut-être que quelqu'un dit, écoute, c'est exactement ce type de bien que je veux, qu'une autre personne en a besoin, a du cash, je sais pas quoi en faire. Eh bien, n'hésite pas à mettre tes biens immobiliers en vente. Ça peut être utile si tu vois que pour un prix extrêmement élevé, quelqu'un est prêt à le prendre. Bon, ben, laisse-le, laisse couler. Si tu récupères beaucoup de cash, tu sais que derrière, tu pourras racheter 2-3 autres biens. Donc pense-y, on sait jamais. Ensuite, autre chose de beaucoup moins sexy, alors là, on va partir un peu plus sur une réflexion un peu plus de pauvre. Se remettre à travailler à mi-temps pour, quelqu'un d'autre ou retravailler, échanger son temps contre de l'argent, faire du mi-temps ou du temps plein, chez un patron. Alors là, évidemment, si tu bosses déjà, inutile d'y penser à moins de vouloir un deuxième job. Mais voilà, si tu as vraiment besoin d'augmenter, tes revenus et que en ce moment, bah, tu bosses pas, bah, j'allais dire trouve un boulot, tout simplement. Si tu veux créer ton entreprise, mais qu'en ce moment, bah, tu vois que c'est difficile, tu vis comme moi de ton immobilier, et bien que tu as du temps comme moi, eh bien tu as toujours la possibilité de te remettre à travailler. Voilà, il y a pas de honte à faire ça. Ça m'est déjà arrivé moi de repartir travailler. Bon après je m'ennuyais mais voilà, je me suis dit: «Allez, je vais me faire un peu de cash juste pour payer mes impôts» et moi je suis déjà reparti bosser après avoir été à l'armée, durant 6 mois, juste pour payer, mes impôts. En fait, j'ai bossé pendant 6 mois pour me faire 2 000 € par mois pour, tout simplement aller payer mes impôts. Voilà. Pas très sexy parce que tu te dis que tu travailles pas vraiment pour toi. Mais bon, j'étais pas en phase d'achat, il y avait aucun turnover sur mes biens immobiliers, donc c'était vraiment le bon moment pour faire de l'argent et vraiment faire quelque chose en plus. De toute façon, dans tous les cas, je ne peux pas rester sans rien faire, donc s'il faut que je reparte bosser et faire autre chose parce que je n'ai pas de projet en cours, je le referai. Mais bon, ça, certaines personnes ne le comprennent pas parce que on va dire que pour moi, ben, le travail, c'est ma vie et ce n'est pas, on va dire, la vision de tout le monde. Donc même si, ton but dans la vie est de quitter ton job, eh bien, il y a aucune honte d'ailleurs à revenir dans un boulot. Il y a pas longtemps, on m'a demandé: «Tiens, est-ce que tu serais prêt à aller bosser en tant que livreur?» Et moi, ma réponse évidemment, c'est: «Oui, ce sera toujours oui». Est-ce que tu es prêt à rebosser dans tel ou tel job? En réalité, si vraiment je suis en crise, que je refais faillite comme la première fois, évidemment, je vais repartir bosser. Il y a
aucun problème avec ça. Je ne serais pas du genre à demander des aides à tout prix. J'ai vraiment une aversion à l'État, donc mon réflexe personnel sera, moi, toujours d'aller vers aller travailler et construire quelque chose, mais la plupart des gens, ça, ne le comprennent pas. La plupart des gens, surtout en France, ont été matrixés dans le fait de: «OK, je vais demander un maximum d'aide. Ah, j'ai pas ça, oh ben, je veux du gratuit». Tu leur dis: «OK, bon, ben, moi, j'ai un produit à vendre, en plus l'État te finance les 3 quarts». La personne va quand même te dire que, ton produit est trop cher. Imaginons que tu lui vendes quelque chose à 300 balles, il y a 200 €, 250 € qui sont remboursés par l'État, à dire: «Ah ouais, 50 € c'est cher». Les gens sont inconscients maintenant. On a été matrixés en France et complètement, biberonnés aux aides. Mais bon, je vais pas faire du French bashing. J'arrive déjà à la fin de ce podcast. Je vais pas parler pour l'instant des questions. Je vois que j'ai donné déjà la moitié des idées. Je ne vais pas faire de podcast très long en ce moment parce que je n'ai pas trop de temps pour ne rien te cacher. Et donc, sinon, je vais te dire comme d'habitude, n'hésite pas à me contacter sur Instagram si tu veux que je t'aide. Je t'aiderai gratuitement si tu m'autorises à filmer nos entretiens au moment où je t'aide. Si vraiment aujourd'hui tu es bloqué sur tes finances, que l'une des astuces que je t'ai données ne t'aide pas, bon ben tu écouteras le prochain podcast où j'en donnerai d'autres. Et si vraiment tu souhaites acheter, faire des crédits immobiliers, n'hésite pas à me contacter. Je souhaite coacher des personnes, même si c'est gratuit. En fait, c'est pas vraiment gratuit parce que je souhaite vous filmer, enfin te filmer pour pouvoir, réutiliser ça comme publicité et moi je souhaite avoir des résultats. Ça m'améliore moi, ça améliore tout le monde, ça aide tout le monde. J'ai actuellement un client, en cours qui est, en difficulté, même si je pense déjà à savoir comment, débloquer sa situation. Je pense avoir trouvé à peu près en 10 secondes comment, le débloquer. Dans tous les cas, je sais que je vais l'aider, qu'il aura quand même son bien immobilier. Ça, je m'en fais pas de soucis, on trouvera toujours l'argent. En attendant, n'hésite pas à me contacter et je te dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour participer au podcast, envoyez vos questions sur Instagram à LocInvest.